fait, à la base, moi, j'avais fait des études d'économie. Donc j'ai fait un master d'économie et en fait j'ai commencé à faire de la musique pendant mes études. Et moi quand j'ai commencé, hein, je suis relativement âgé, mais c'était l'époque de MySpace. Alors je sais pas si vous connaissez MySpace, mais c'était une sorte de réseau social lié à la musique qui venait des US. Et en fait tu mettais ta musique, tu avais une page et ton profil pouvait exploser comme ça. C'est ce qui s'est passé pour moi en fait quand explosé. Bon, en tout cas pendant mes études je me suis retrouvé à effectivement faire des tournées à travers le monde, faire de la musique de pub. Donc j'étais très rapidement et par accident plongé dans cette industrie avec absolument aucune connaissance et aussi dans un autre univers socioculturel. Alors je vais pas faire le transfuge de classe, mais moi à ce moment-là je suis dans un HLM à Port d'Ivry et je me retrouve à mixer dans les boîtes les plus branchées, etc. de Paris avec en fait tout un monde un peu dans la musique électronique, en tout cas à Paris, c'était très bourgeois, etc. Donc j'ai eu à un moment donné ce petit choc d'industrie et on va dire socio-économique, socio-culturel. Bon, après, c'est une question d'adaptation et ça, c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être aborder. Donc j'ai commencé comme ça. À la fin de mon master, je me suis demandé... je me suis laissé un an sabbatique pour faire de la musique full time et me donner la chance à mon projet complètement. Et du coup, ça m'a amené ici, quoi. Donc après, j'ai fait effectivement, j'ai créé mon petit label indépendant parce que j'avais signé moi en tant qu'artiste chez Universal. Et donc avec l'argent de la vente, j'avais créé mon label. J'avais pris des attachés de presse en Angleterre, en France. Ouais, j'ai fait mon petit truc et après je me suis retrouvé donc comme tu disais chez Universal effectivement et très rapidement aussi à un moment donné donc j'ai fait 4 ans chez Universal en tant que directeur artistique et chef de projet et j'ai switché en fait après ma 4e année pendant que je rejoignais l'équipe de DJ Snake côté donc management j'ai aussi passé 1 an et demi dans une start-up de Vivendi. Donc Vivendi, c'est la grosse boîte de Bolloré là, qui possédait tout Universal d'ailleurs. Et j'avais lancé chez eux une plateforme de jeux d'échecs en ligne avec Garry Kasparov. Donc ça n'a absolument rien à voir. Mais j'avais eu besoin de cette bulle parce que l'industrie de la musique, c'est une industrie qui est très particulière. Et on peut se sentir vite enfermé. Donc j'avais juste besoin de savoir si j'étais capable de faire autre chose. Et après, du coup, je me retrouve donc dans l'équipe de Snake depuis 3 ans. Et pour répondre à ta question, donc les mutations de la musique. Quand j'étais chez Universal, donc ça va faire quasiment 7 ans. Enfin, si je fais parce que Snake, ça va faire 3 ans à peu près. Et j'ai fait 4 ans du coup chez Universal. Donc quand je suis arrivé, je suis vraiment arrivé au moment où il y a eu l'accélération de la transformation digitale. Donc c'est vraiment le moment où le streaming il explosait déjà, mais là, ça a vraiment pris une ampleur particulière. Et aussi où le rap français aussi prenait une place très, très forte dans l'industrie. Et donc, moi, j'ai vraiment vécu, chez Universal en tout cas, ce changement de paradigme où, d'un coup, les méthodes qui ont marché pendant 20, 30, 40 ans en major pour faire péter un artiste ou quoi que ce soit, d'un coup, en fait, c'était obsolète. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes en maison de disques qui ont mis quelques années. C'est la force d'inertie. Hein, ils ont mis quelques années. C'est ce qu'on a appelé la crise du disque à un moment donné. Ouais, alors il y a eu la crise du disque avec le MP3, la piraterie, piratage. Mais là, c'était vraiment une transformation. C'est-à-dire que vraiment, même dans les équipes, il a fallu changer des gens. Il y a des gens qui étaient là depuis 15 ans qui ont été virés. Enfin bref, il y a eu une vraie. Et moi, j'assistais à des réunions où j'avais vraiment les deux mondes face à face, quoi, qui ne se comprenaient pas. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est pour l'industrie et au sein de DJ Snake. Un autre truc que j'observe depuis 3 ans, c'est vraiment sur la communication des artistes. On est passé d'un truc qui était très... je vais faire le mec de start-up, hein, mais très top to bottom, donc très vertical. C'est-à-dire que pendant longtemps, la communication des artistes était... je vous donne à mes followers ce que j'ai envie. Donc le contenu que j'ai décidé, je vous le donne, vous le prenez, vous l'aimez, etc. Et on est devenu sur un truc beaucoup plus horizontal, où maintenant il y a beaucoup plus d'échanges. Via les réseaux, que ce soit TikTok, les live streams, tout ça. Donc il y a une communication qui est plus horizontale où le côté star intouchable est un petit peu moins fréquent. Il y a encore bien sûr quelques artistes comme Mylène Farmer ou des trucs comme ça en France qui restent intouchables, mais maintenant on est devenu sur un truc beaucoup plus... Et donc les artistes qui n'arrivent pas à prendre le pli, ils s'éloignent de leur audience, quoi. Alors justement, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'algorithmes. Les artistes cherchent aussi à rejoindre les fameuses playlists, hein, donc à contacter les éditos chez Spotify, chez Deezer, etc. Et il y a aussi encore et toujours les écoutes organiques. Et le pouvoir du live aussi, hein, pour faire démarrer un artiste, pour maintenir sa notoriété, etc. Toi, en tant que stratège, si je puis dire, quel équilibre
un petit peu entre ces différents leviers que tu essaies de mettre en place sur DJ Snake ou sur d'autres, hein. Bah, DJ Snake, c'est compliqué. Enfin, je peux pas prendre comme exemple. C'est très. Tout le monde n'a pas 40 milliards de streams, etc. Donc c'est un. Et puis, lui, on travaille comme une marque. Hein. Je pourrais travailler chez Pepsi ou chez DJ Snake. J'exagère un petit peu, mais on est arrivé à un stade où c'est plus un travail de marque. Et après, pour les artistes, on va dire qui sont émergents ou quoi que ce soit, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages, moi, de gens qui disent comment je fais pour aller en playlist, comment je fais pour ceci. Et en fait, ce que je réponds à tout le monde, c'est que là, la chance que toutes les personnes ont, mais d'ailleurs artistes ou même les jeunes entrepreneurs ou quoi que ce soit, c'est qu'on vit une époque où on a tué l'intermédiaire, quoi. Il y a beaucoup moins d'intermédiaires. À une époque, pour réussir, par exemple, dans la musique, il fallait que le programmateur radio aime ce que tu fais, que ceci, que cela. Il fallait que plein de gens aiment ce que tu fais et te soutiennent. Aujourd'hui, c'est si le public aime ce que tu fais, tu as besoin de quasiment plus personne, quoi. Tu bosses encore avec les radios ? Comment ? Tu bosses encore avec les radios ? Déjà, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est notre label. On a un label qui fait ça. Oui, bien sûr, il y a des morceaux, tu es obligé de le faire. Des trucs qui sont très pop, très mainstream, mais c'est plus du tout nécessaire, quoi. Enfin, on a des morceaux qui sont à 100 millions, 200 millions, 300 millions de streams. Je crois qu'on n'a pas eu un passage en radio, donc c'est pas forcément. Et même quand tu regardes sur TikTok, la funk ou la Brazilian funk ou les trucs comme ça, il n'y a pas une radio au monde qui joue ça. Et les mecs, ils ont 300 millions de streams, etc. Et donc, pour te dire, moi, comment je prendrais le problème, c'est que vraiment, c'est l'audience. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dès que je suis arrivé. Et ça, je pense que c'est même pour les jeunes. Enfin, je pense que c'est un truc qui est vrai pour tout le monde. C'est hyper important de prendre en compte l'audience à qui on s'adresse et d'avoir un peu d'empathie. Donc, par exemple, tu vois, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire quand je suis arrivé. Je t'ai demandé, c'est qui notre audience, à qui je parle. Est-ce que donc il y a que des lycéens, est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Donc, parce qu'en fait, mon discours, il sera pas le même en fonction de ça. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Pour des lycéens, ils vont pas s'adresser de la même manière à leurs profs, à leurs parents, pour une recherche de stage. Tu vois, déjà, ça fait 3 audiences différentes. Donc, ça veut dire que c'est 3 personnalités différentes que tu dois incarner ou 3 messages différents. Et ça, ce que je veux dire par là, c'est l'importance de l'audience que tu as en face de toi. Et quand tu la comprends et que tu as de l'empathie, que ce soit pour un projet artistique ou entrepreneurial, je pense que c'est le plus important. Et c'est ce que je dis du coup à tous les artistes qui veulent débuter, c'est déjà à qui tu t'adresses. Et une fois que tu as trouvé un peu ton public, tu les lâches pas et tu construis avec eux. Et en fait, vaut mieux avoir 1000 personnes qui sont à fond avec toi que 30 000 followers ou 40 000. Vaut mieux vraiment se concentrer sur son audience, savoir à qui on parle, comprendre leurs enjeux et essayer d'y répondre de manière authentique. Et ça, je pense, c'est pour la musique et pour tout. Bien sûr. Alors, peut-être qu'il y a des artistes émergents dans le public ou certains parmi vous qui se veulent managers de leurs potes qui se lancent dans la musique, etc. Quand tu parles d'audience et qu'on est sur un départ d'audience, c'est-à-dire presque ses amis et puis du N+1, on va dire, cette audience, tu la captes par les réseaux sociaux, mais oui, bien sûr. Comment ensuite tu vas chercher les cercles qu'il y a au-delà, N+2, N+3, etc. Déjà, encore une fois, c'est une génération, vous avez beaucoup de chance. Je ne fais pas l'ancien, mais quand j'ai commencé, en tout cas, il n'y avait pas cette facilité-là, même si MySpace a été vraiment génial pour ça. Mais aujourd'hui, avec TikTok et les plateformes, l'audience, elle te la soumet. TikTok, son but ultime, c'est que du bon contenu soit soumis aux bonnes personnes. Et ils vont t'aider assez naturellement à trouver ton audience. Donc en fait, déjà par les réseaux et par... déjà, en réalité, avant de commencer le moindre projet, il faut déjà se creuser la tête pendant des mois et des mois pour savoir en quoi on est singulier et pourquoi est-ce qu'en fait, il faudrait qu'on se lance. Moi, c'est la question que je pose souvent aux gens, c'est en quoi ce que tu proposes est différent et intéressant, quoi. Si c'est pas différent et intéressant et juste que tu chantes bien, sincèrement, c'est pas trop la peine de commencer à embêter les gens. Je suis un peu dur, mais voilà, tu vas embêter ton meilleur pote pour qu'il soit manager, machin, tu vas lui faire perdre 3 ans de sa vie, et tu vas rien gagner. Donc il y a un truc un peu dur, je trouve, où il faut aussi se demander qu'est-ce qu'on offre. Une fois qu'on a bien consolidé son projet, mais tu vois, je parle avec des termes un peu marketing, ça veut dire en fait tu peux décliner ça un peu même à une petite start-up et tout, quoi. Une fois que tu as ton projet qui fait sens, et là tu cherches ton audience via les réseaux, effectivement, c'est le truc premier. Après, bien sûr, les concerts, etc. Mais bon, aujourd'hui, tu as un outil qui est surpuissant, quoi, c'est ça. Et oui, effectivement, tu peux totalement trouver ton audience. Et en plus, comme tu es sur une communication horizontale, tu as des feedbacks directs. Donc, en fait, ces feedbacks directs, pour peu que tu saches utiliser la plateforme, tu peux voir très facilement ce que les gens ont préféré, pas préféré. Alors, je dis pas qu'il faut moduler forcément ton art au desiderata des gens,
Mais en tout cas, tu peux affiner ta façon de communiquer et creuser ton audience. Et après, tu sais, tu as d'autres moyens, c'est tout con, mais les gens, ils oublient. Mais les mailing lists, les choses comme ça, c'est aussi des fois la façon de capturer son audience. Et alors, tu disais, ouais, il n'est pas question de moduler un petit peu son projet artistique, sa personnalité, etc. Dans le monde d'aujourd'hui très digital, où on va chercher la notoriété, la popularité, un artiste qui est confronté un petit peu à cette surexposition et finalement à des feedbacks, comme tu disais, directs de son audience. Comment, toi, en tant que, on va dire, pour simplifier, manager, comment tu arrives à un petit peu équilibrer, un petit peu doser cet aspect-là où, effectivement, il y a une attente du public et qui va un petit peu t'influencer d'une certaine manière? Moi, je pense qu'il y a deux choses. On va dire, il y a tout le côté négatif, des mauvais commentaires, des choses comme ça. Et ça, c'est vrai pour les jeunes qui sont pas artistes, quand ils se prennent des commentaires méchants, etc. Et c'est vrai pour les artistes. Là, justement, hier, je regardais une vidéo de Mickey, la chanteuse, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, où elle lisait justement des commentaires de haters et compagnie. Et en fait, c'est quand même ultra violent, quoi. Et donc, en fait, par rapport à ça, la contrepartie des réseaux et de cette horizontalité, c'est qu'effectivement, tu es soumis directement aux pires choses, quoi. Donc, en tant qu'artiste, je pense que c'est très dur. Et c'est pour ça que j'en parlais. Il faut vraiment avoir une santé mentale solide. Tout un sujet sur la santé mentale. Il faut vraiment être très solide mentalement parce que tu te prends des trucs en direct et parfois ça aggrave tes insécurités. Imagine, tu fais une vidéo, tu te trouves un peu gros, un peu machin, et en fait, tu dis ah ouais, t'es vraiment un gros porc. Tu te prends ça en pleine tête, et donc ça multiplié par 10, 100, 1000, 10 000, ça dépend de ton projet, bien sûr. Bon, tu as ce sujet-là qui est vraiment un sujet, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Tu peux pas protéger ton artiste, à part lui prendre son téléphone et bloquer les réseaux. Mais t'es déjà arrivé? Non. En vrai, c'est impossible. Parce que de toute façon, Instagram, c'est aussi un moyen de communication pour les artistes. Donc c'est comme si tu leur enlèves WhatsApp. Donc non, malheureusement, tu peux rien faire à part essayer de soutenir. Et après, l'autre côté, par contre, sur les feedbacks, c'était ça en fait. C'est que quand même, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça te permet quand même en temps réel de jauger un petit peu, tu vois, d'avoir un mouvement qui est accompagné, quoi. C'est-à-dire que c'est encore un truc là. Enfin, plus ton audience et toi vous allez être liés, plus ça va être fort ce que tu pourras proposer aussi, tu vois. Le fait de les impliquer, je trouve que c'est hyper important. Donc les feedbacks, je pense, voilà, il y a un très mauvais côté, et puis le bon côté, c'est effectivement que tu peux avoir très rapidement des discussions avec les fans, etc., quoi. L'objectif d'un événement comme We Are Des Terres aujourd'hui, c'est aussi de créer des vocations, c'est aussi de décrypter des métiers, de comprendre un petit peu comment on peut les rejoindre. Entre il y a 15 ans, où c'est vrai qu'il y avait tout un aspect bénévole, autodidacte, que tu as pu connaître, hein, et aujourd'hui où il y a des écoles qui effleurent un petit peu de partout pour former au métier de producteur musical, d'attaché de presse dans la musique, etc. Qu'est-ce qui, pour toi, a muté profondément? Et est-ce que les profils qui ont rejoint le secteur de la musique ont changé ces dernières années? Déjà, il y a un truc assez basique, hein. C'est un peu dur ce que je veux dire, mais en tout cas les majors, l'expérience que j'ai eu des majors, avant l'arrivée du rap, il n'y avait pas de noirs et d'arabes. En vrai, la violence du truc, c'était très bourgeois, parce qu'en plus, il faut savoir un truc, de noirs et d'arabes, de gens issus de quartiers aussi, où il n'y a pas beaucoup d'argent, etc. Donc pas forcément bourgeoisie, parce que l'industrie de la musique, bizarrement, paye plutôt moins bien que les autres industries. Donc ça veut dire que pour rester longtemps dans une industrie comme ça, il faut aussi, économiquement, pas forcément énormément dépendre de son travail, ce qui est une des caractéristiques de la bourgeoisie. Donc, et en plus, donc le rap n'existait pas en termes de business. Et d'un coup, le rap arrive, la musique de quartier, etc. Et donc, en fait, ils se sont retrouvés un peu contraints. C'est horrible ce que je dis, hein, mais ils se sont retrouvés contraints d'embaucher des jeunes qui connaissent en fait cette musique. Donc, déjà, tu as eu ce truc-là qui s'est passé avec, bien sûr, toutes les frictions que tu peux imaginer et tout ça. Et ensuite, du coup, ce qui est génial, parce que du coup, ça a permis un peu de renouveler tout ça, et c'était cool. L'autre sujet, c'est qu'effectivement, là, tu commences à avoir plein d'écoles qui forment au métier des industries créatives, etc. Il y a des postes pour lesquels ces formations ne servent à rien, en vrai.
Je pense notamment à tout ce qui est directeur artistique. Il n'y a pas de diplôme qui existe pour être directeur artistique, pour ceux que ça intéresse. Directeur artistique, c'est quelqu'un qui va signer des artistes dans les maisons de disques, qui va les accompagner en studio, qui va... Ça, il n'y a pas de métier. Moi, je suis arrivé là-dedans parce que j'avais déjà mon propre label, j'avais déjà fait des choses. En fait, le seul truc que tu peux faire quand tu es directeur artistique, enfin pour le devenir en tout cas, c'est de faire des projets toi-même, à ton échelle. Je dis n'importe quoi, hein. Un petit magazine, un petit festival, manager 3 artistes, faire une petite compilation. Tu vois, faire ça, par contre, c'est 1000 fois mieux que n'importe quel diplôme pour ce type de poste. Et après, pour le côté chef de projet, marketing, communication, bon, bah oui. Mais après, est-ce que... c'est vrai qu'il n'y avait pas d'école. Là, c'est récent qu'il y a des écoles dans ce domaine. Ce qu'elles apportent peut-être, et bon, encore une fois, ça fait une forme de ségrégation économique, parce qu'elles sont toutes privées, bien sûr. Donc il faut avoir les moyens de les payer. Et en général, ce qu'elles font bien, ces écoles-là, c'est qu'elles sont bien en contact avec les RH des majors et compagnie. Et donc pour les alternances, en général, ils vont piocher dans ces écoles-là. Et donc tous les ans, moi je me rappelle chez Universal, il y avait, je sais pas moi, 10, 15, 20, 30 alternants d'une école en particulier qui arrivaient. Et en général, tu en avais un tiers qui était embauché après ou un quart. C'est déjà pas mal. Non, c'est énorme. Mais tu vois, mais moi à cette époque-là, j'avais un peu... pas engueuler les RH, mais j'avais mis le doigt un peu sur ce problème et j'aurais dit, mais regardez, comment est-ce que vous voulez qu'on renouvelle la démographie de l'industrie si on ne fait que prendre des alternants d'une école privée qui coûte assez cher, qui est que pour les gens qui ont les moyens, qui viennent de Paris, qui ont leurs parents qui payent leur studio, etc. Donc en fait, si vraiment on veut ouvrir largement, en tout cas dans les grosses structures, il faut repenser même cette méthode-là et se dire en fait où tu prends les alternants, quoi. Est-ce que tu les prends que d'une école privée, etc. Ou est-ce que tu les prends un peu à gauche à droite, de la fac ou de choses comme ça. Donc ça, c'est un sujet. Bon, je suis un peu négatif, mais il y a aussi ce qui est super positif, c'est qu'il y a plein de structures indépendantes qui se créent et qui sont très successful et qui ont beaucoup de succès et qui sont là beaucoup plus ouvertes. Donc je te dirais que l'évolution, elle est chouette parce qu'effectivement, ça se professionnalise, la façon de rejoindre l'industrie, et le côté indépendant, les indépendants sont de plus en plus puissants, etc. Et ben, c'est cool parce que tu as plein de gens différents qui, du coup, peuvent créer leur truc et monter très haut dans le succès, quoi. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Nous avons le directeur de l'école ICAR qui sera là cet après-midi. Et nous avons aussi l'EMIC, qui est l'école des musiques actuelles et des métiers de l'audiovisuel désormais, qui a lancé une bourse pour les 3e années de bachelor et les premières années de master qui ne se font pas en alternance, justement, et donc où il est nécessaire de payer sa formation. Et c'est une bourse à destination des élèves qui viendraient de milieux plus modestes, justement, et qui ne pourraient pas se financer. Donc n'hésitez pas, si les métiers de la musique vous intéressent, à vous adresser à ces écoles ICAR qui seront là cet après-midi. Et l'EMIC, il y en a certainement d'autres, mais voilà, ça a le mérite d'exister en tout cas. Je pensais à l'EMIC, justement. Tout à fait. Ouais, Daniel, donc non, c'est très bien qu'ils aient une bourse, parce que tu vois, c'est exactement le problème dont je te parlais. Ouais. Donc, mais après, je veux rassurer les gens aussi qui veulent se lancer dans cette industrie. Il y a aussi plein de moyens transversaux, comme je disais, de faire des choses soi-même, de lancer des petits trucs. Il n'y a pas besoin que ce soit énormissime pour montrer la connaissance. Et puis surtout, un dernier point, juste pour aussi rassurer les gens, c'est qu'aujourd'hui, les niches musicales ou stylistiques, eh ben, en fait, elles sont hyper importantes. Et aujourd'hui, tu peux être dans une niche, dans un petit label indépendant, sur un style de son, je sais pas moi, le hard rock, le rap, enfin des trucs très très niches. Et tu peux très bien avoir une économie, un modèle économique qui fonctionne très bien. Donc, tu n'as pas besoin forcément de viser systématiquement les mêmes cibles. Tu peux aussi être très spécialisé dans un truc, et ça peut aussi le faire, quoi. Alors, tu as donné plein de conseils tout au long de notre conversation. Si tu devais en donner un dernier, en quelques mots, à l'audience qui nous suit aujourd'hui et qui a peut-être envie de se lancer dans la musique, que ce soit dans les coulisses, en tant qu'artiste, en quelques mots, ça serait quoi? Compliqué? C'est compliqué ce que tu parles. C'est compliqué. Donc vraiment dans la musique en particulier, tu veux dire? Si possible, après si tu as un conseil. Non, parce qu'en fait, moi j'ai du mal j'essaie toujours d'aller un peu dans les concepts abstraits, parce qu'en fait, au final, ce qu'on fait dans la musique, ça peut s'appliquer dans plein de trucs, quoi. Non, je dirais des choses simples, en fait. C'est la curiosité, l'empathie, le travail, l'acharnement. Donc, c'est des mots un peu lambda comme ça, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est la curiosité, c'est en fait constamment s'intéresser à ce qui se passe, même si c'est pas dans son domaine.
Même si nous, on est très dans un site, il faut être surtout, pour le coup, surtout dans la musique. D'ailleurs, quand tu parles avec des vrais artistes, un vrai artiste qui va être dans le rap, tu lui fais écouter un bon morceau de rock, il va trouver ça génial. Parce qu'en fait, il comprend l'essence de l'art. Donc, cette curiosité, que ce soit en termes de genre, en termes de marché, par exemple, tu travailles beaucoup en France, faut pas que tu t'interdises de regarder ce qui se passe peut-être en Corée, comment ils fonctionnent, les mecs là-bas, la K-pop, etc. Donc, vraiment une curiosité globale, au niveau des pays, au niveau des genres, et aussi au niveau des secteurs. Ne pas hésiter à s'inspirer de ce qui se passe tu vois, dans les marques, pour voir comment tu peux faire ça pour ton artiste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que c'est de la musique et parce que c'est de l'art, ce n'est pas un produit. Et en France, on a vraiment ce blocage-là où le mot produit, marketing, c'est vulgaire, c'est sale, l'argent c'est ça ne doit pas se mélanger avec la musique. Il s'avère qu'on est tous des produits, et les artistes le sont aussi, donc tu vois, tu peux très bien être inspiré de ce qui se passe en marketing. Ce que j'invite à faire des jeunes, des étudiants qui sont dans ce domaine-là, moi à l'époque, je m'abonnais à plein de newsletters d'agences marketing internationales. Comme ça, je pouvais voir un peu, je dis n'importe quoi, mais le lancement de la dernière paire de Nike, le Pepsi, le machin, la campagne, en fait, tu t'inspires un peu de ce qu'ils ont fait, comment ils ont construit. Parce que la musique, c'est un produit qui est tellement fort, qui peut tellement toucher les gens, que pour peu que tu prennes 2-3 tips d'autres secteurs, t'imagines, tu as des marques, donc c'est des canettes, c'est des morceaux de métal avec. Ils arrivent à créer une histoire avec ça. Toi, tu as un être humain. Donc en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que tu peux en tout cas t'inspirer de plein de choses. L'empathie, et ça, je pense que ça s'applique pour tout, c'est vraiment toujours se mettre à la place de la personne à qui on parle en face. Et ça, ce conseil-là, vraiment, c'est pour tout, je pense, pour que ce soit les lycéens, les entrepreneurs et tout, c'est toujours te dire qu'est-ce que la personne en face de moi attend et comment est-ce que je peux lui donner, si j'ai envie de lui donner en tout cas, mais en termes de business ou même d'école ou quoi que ce soit, je pense que c'est hyper important de toujours se mettre à la place de la personne, comprendre les enjeux des gens en face et les aligner avec les siens. Déjà, ces deux choses-là, je crois que c'est pas mal. Et après, bien sûr, le travail, parce qu'en fait, c'est des milieux où ça bouge beaucoup. Tous les 6 mois, les règles changent. Comment faire pour faire réussir un projet, par exemple. Il faut toujours travailler. Et puis voilà, avoir un mental quand même. Voilà, parce que parfois, ça peut être un peu toxique. Tu peux avoir une forme de toxicité dans ces milieux créatifs, artistiques, parce que la ligne entre le pro, le perso, elle est très compliquée à gérer. Donc je pense que c'est juste apprendre à avoir du recul aussi. Et avoir confiance en soi, prendre du recul et gérer ses émotions.